Bonjour tout le monde, merci pour vous tous, merci surtout au professeur Mervet qui m'a donné cette occasion pour vous présenter un résumé des recommandations de la Société européenne de cardiologie sur le diagnostic et la prise en charge de la fibrillation atriale, publiée en 2020. Bon, les dernières recommandations datent de 2016 et puis les guidelines de l'ESC se sont enrichis de près de 500 références bibliographiques témoignant du progrès dans la connaissance et la compréhension ainsi que la prise en charge de la fibrillation atriale. Bon, ces recommandations de 2020 s'étalent sur 125 pages. On ne va pas bien sûr les voir en entier, mais je vais vous présenter les principales tout en insistant sur celles qui sont applicables à notre niveau. Les moyens, bien sûr, diffèrent d'un pays à l'autre. Et j'aimerais bien qu'on discute ensemble tout au long, au fur et à mesure de la présentation de ce qu'on fait en pratique. Pardon. Vous m'entendez? Oui, très bien, Wafa. D'accord, donc on commence. Les recommandations de 2020 sont marquées par 3 points principaux. Le premier, c'est l'intérêt du dépistage systématique de la fibrillation atriale. Le deuxième, c'est l'importance d'une approche globale. On ne prend pas en charge une fibrillation atriale, mais plutôt un patient qui est porteur de fibrillation atriale. Donc, on va traiter toutes les comorbidités associées, les facteurs de risque cardiovasculaire associés. Et le troisième point, c'est la place de plus en plus importante du traitement ablatif dans la prise en charge thérapeutique. Alors, comme vous savez que la fibrillation atriale, elle est fréquente déjà et elle peut se compliquer. On peut avoir des complications graves. Nous n'entendons pas Wafa. Wafa? Wafa? S'il vous plaît. Wafa? Désolée, j'avais une coupure de connexion. Si vous me donnez le partage d'écran à nouveau. Voilà. Voilà, désolée. Donc, on disait que les formes, ici, ils mettent le bonhomme souriant pour les formes asymptomatiques, mais peut-être c'est le contraire parce que quand on a une forme asymptomatique, malheureusement, elle peut être découverte d'emblée par une complication. On va voir par la suite les difficultés de diagnostic de la fibrillation atriale. Donc, il est important de faire le diagnostic à cause de ces complications. En plus, c'est une arythmie qui est en augmentation continue dans le monde et la première cause d'arythmie. Elle est associée pratiquement avec toutes les cardiopathies, soit une coronaropathie, les valvulopathies, l'hypertension artérielle et aussi les pathologies pulmonaires et les autres facteurs de risque comme la consommation d'alcool, l'obésité, le tabac, etc. Donc, d'où l'intérêt de corriger les facteurs de risque associés à la fibrillation atriale.
Alors, la fibrillation atriale, peut-être, ça peut paraître le diagnostic facile, mais en fait, il n'est pas toujours facile, surtout quand on n'a pas un ECG 12 dérivation. C'est pour cette raison que dans les recommandations, ils nous disent clairement ici que le diagnostic de fibrillation atriale, il ne peut pas être fait sur un ECG, une seule piste ou deux pistes, sauf si on a un enregistrement lent d'au moins 30 secondes. Donc, il faut se rappeler de ça. Il faut au moins 30 secondes. Sinon, il faut faire le diagnostic sur un ECG de 12 dérivations complet. Parfois, on lit des holtères, il y a des extrasystoles auriculaires nombreuses et qui peuvent, on a l'impression que le rythme il est totalement irrégulier, mais il y a certaines dérivations où on ne voit pas très bien l'entrée et donc si on ne voit pas un allongement, un ECG très lent, on ne peut pas conclure au diagnostic de fibrillation atriale. Donc, pour porter le diagnostic, il faut trois critères. L'irrégularité seule du RR ne suffit pas. Il faut qu'il y ait l'absence d'entrée et une activation atriale totalement irrégulière. Alors, ça concerne le diagnostic de la fibrillation atriale clinique. Mais on a aussi la fibrillation atriale infraclinique, qui est le diagnostic est porté sur les dispositifs implantables, les CED, Cardiac Implantable Electronic Device, on les appelle les HRE. Les HRE, c'est Atrial High Rhythm Episode. C'est des épisodes de fréquence atriale élevée. La définition, ils se définissent par une fréquence supérieure ou égale à 175 battements par minute. Ça peut être, c'est pas spécifique de la fibrillation atriale, ça peut être un flutteur ou une tachy atriale. Et justement, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il faut faire avec ces HRE. Ce qui est sûr et certain, c'est quand on détecte ces fréquences rapides au niveau du canal atrial, quand on dit les CED, ça englobe tout ce qui est pacemaker double chambre, défibrillateur double chambre et CRT avec une sonde au niveau atrial. Après, quand on détecte ces événements, ces fréquences rapides au niveau du canal atrial, il faut toujours essayer de confirmer le diagnostic par un ECG. Si ce n'est pas possible, le traitement anticoagulant se discute et on va voir ça par la suite. Bien sûr, le diagnostic aussi, il peut se faire par un holter implantable. Il n'y a pas que les dispositifs de stimulation, de défibrillation. En ce qui concerne la classification de la fibrillation atriale, ça n'a pas changé, donc on garde toujours la même définition de la fibrillation atriale paroxystique. C'est la FA qui se termine spontanément en moins de 7 jours, la persistante c'est plus de 7 jours, et la persistante de longue durée, c'est la fibrillation atriale qui persiste plus de 12 mois, une année, et la permanente, quand on accepte cette fibrillation atriale, que ce soit par le médecin ou par le malade, qu'il n'y a pas de thérapeutique, de contrôle du rythme envisagé. Alors, il y a plusieurs moyens pour faire le diagnostic de la fibrillation atriale. Donc, il y a plusieurs moyens parce que, comme vous savez, c'est un diagnostic qui est très difficile, qui peut être très difficile dans les formes asymptomatiques. Et vu que cette fibrillation atriale, elle peut avoir des implications pronostiques, donc notamment l'accident vasculaire cérébral, donc on a un intérêt à faire son diagnostic. Bien sûr, on a plusieurs moyens. Quand cette arythmie elle est paroxystique, on ne peut pas souvent faire le diagnostic au cabinet ou en consultation. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser les différents moyens qu'on a, par exemple la prise tensionnelle par l'oscillomètre qui montre l'irrégularité du pouls ou la prise du pouls directement du patient. Il y a aussi les patchs ECG qui se connectent au smartphone. Il y a ce qu'on appelle le photoplétismogramme qu'on utilise avec les smartphones. Il y a plusieurs applications disponibles qu'on peut télécharger
qui peuvent nous donner un diagnostic de fibrillation atriale. Ils ne sont pas tous fiables, mais il y a certains qui sont fiables et utilisés dans certaines études, dans certains essais cliniques. Il y a aussi les montres simples qui ont le même principe que le photoplétismogramme du smartphone. Donc, ils détectent le pouls et il y a des smartphones des montres connectées qui sont plus intelligentes, qui permettent un diagnostic précis de la fibrillation atriale. C'est pas une simple suspicion. Donc, on a carrément un électrocardiogramme qui peut être développé quand il détecte un rythme irrégulier, comme les Apple Watch, les Samsung, il y a Huawei aussi, il y a plusieurs marques. Et bien sûr, sans oublier les moyens qu'on utilise, nous, les médecins, c'est les haltères. Il y a les haltères de longue durée. Plus on prolonge la durée d'enregistrement, plus on détecte de fibrillation atriale. Ça a été prouvé avec l'étude FIND, AF, l'étude j'ai oublié la deuxième étude pour les haltères de longue durée. Et ça a été prouvé aussi, notamment pour les haltères implantables, avec le Reveal dans l'étude Crystal. Donc, on est à 30% de détection de fibrillation atriale à 3 ans. Alors, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Oui, Wafa. Oui, Wafa, très bien, très bien. OK. Donc, c'est pour vous dire aussi que quelle que soit la méthode utilisée, quand même, la sensibilité, la spécificité du diagnostic ou de suspicion de diagnostic de fibrillation atriale est assez bonne, quand vous le voyez, quelle que soit la méthode utilisée. Alors, malheureusement, je ne sais pas pourquoi, et si vous avez une expérience, on peut discuter sur ce point. Moi, j'ai vu cette étude intéressante, l'étude E-Brave AF. C'est un essai qui a inclus des patients, des personnes sans antécédents de fibrillation atriale et qui sont âgées entre 50 ans jusqu'à 90 ans, avec un score Schatzbask élevé, supérieur égal à 1 chez les hommes et supérieur égal à 2 chez les femmes, c'est-à-dire que c'est des patients qui sont à risque, risque d'AVC. Ils ont comparé la détection, le dépistage conventionnel de la fibrillation atriale au dépistage en utilisant le smartphone, les applications smartphone. Et j'ai trouvé l'application qui a été utilisée dans cette étude, c'est l'application Preventicus Heartbeat. Et malheureusement, dans notre pays, cette application ne marche pas. Il y a aussi cette application de la Société européenne de cardiologie AF Manager. Donc, elle n'est pas disponible aussi dans notre pays ni en Égypte. Je ne vois pas aussi les autres pays africains. Et je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez de ça, si vous avez des commentaires à faire. Vous m'entendez? Nous tout entendre. Très bien, Wafa. Continuez, s'il vous plaît. D'accord. On entend bien, on entend bien. D'accord, merci. Donc après, pour comme j'ai déjà dit, les HRE, donc ce sont des fréquences rapides à l'étage atrial, comme cet exemple. Bon, il n'est pas très clair, mais en tout cas, ça c'est à l'interrogation d'un pacemaker ou un défibrillateur ou un CRT. Pour parler d'HRE, il faut toujours avoir la sonde atriale. Donc ici, le dernier canal, ici c'est le canal des marqueurs. Ça, c'est le canal ventriculaire et en haut, c'est le canal atrial qui montre une activité atriale anarchique. Donc, une fois on a fait le diagnostic qui montre donc une activité très rapide à l'étage atrial, il faut essayer de confirmer à chaque fois le diagnostic pour parler de fibrillation atriale confirmée. Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire qu'on a ces HRE détectés et on n'a pas pu confirmer le diagnostic par un ECG, la décision du traitement anticoagulant dépend de la durée d'HRE parce qu'il y a une grande discussion là-dessus.
il y a une grande divergence dans les études, l'étude ACERT et les autres. Le cut-off à partir duquel on estime qu'il y a un risque thromboembolique élevé, une indication en traitement anticoagulant, reste discuté. Donc, il y a certains qui parlent de 24 heures, d'autres qui parlent de 5 minutes, d'autres 20 secondes. Donc, en tout cas, dans les recommandations, ce qu'ils nous recommandent, c'est plus la durée d'HRE est longue, plus elle est surtout supérieure à 24 heures et plus le risque, le score Schatz-Vasque est élevé, plus il y a une indication au traitement anticoagulant. Alors, donc, il insiste toujours sur les recommandations ici du diagnostic de la FA qu'il faut au moins 30 secondes si on n'a pas un ECG 12 dérivations en utilisant les critères ECG. Le dépistage de la fibrillation atriale, il faut faire le dépistage opportuniste par la prise de pouls ou au mieux par la réalisation d'un électrocardiogramme chez les patients âgés de plus de 65 ans. Il est aussi recommandé d'interroger régulièrement les stimulateurs, les défibrillateurs cardiaques. Il ne faut pas oublier ça. Il y a certains patients qui ont donc ces dispositifs et il faut savoir les utiliser pour poser le diagnostic de la FA. Et bien sûr, cette recommandation qui est en bas, recommandation classe 2A, je la trouve très très importante et très intéressante. Il nous demande de faire le dépistage chez les sujets âgés par la réalisation d'un ECG chez les sujets âgés de plus de 75 ans ou les patients qui sont à haut risque d'accident vasculaire cérébral. C'est comme si qu'on va faire une évaluation du score Schatz-Vasque chez quelqu'un qui est à l'heure actuelle en rythme sinusal pour une éventuelle détection de fibrillation atriale. Par exemple, un patient qui a une hypertension artérielle ou un patient diabétique. Il faut essayer toujours de voir est-ce qu'il n'y a pas de fibrillation atriale quand il se présente en consultation, même pour un autre motif. Et bien sûr, en insistant surtout chez les patients qui ont des palpitations, malheureusement, le diagnostic, bon, peut-être que ça c'est un autre sujet, mais les patients qui ont des palpitations, on a parfois des difficultés à poser le diagnostic parce que c'est paroxystique, c'est des événements espacés. Moi personnellement, je m'inquiète pas quand il s'agit d'un sujet jeune qui se plaint de palpitations et qui a un ECG normal, il n'y a pas de préexcitation, il n'y a pas d'autres signes qui nous alertent. Donc, on va lui dire le meilleur, c'est de faire un ECG au moment de la crise si possible. Mais pour quelqu'un, par contre, quelqu'un qui est âgé ou qui a un risque d'accident vasculaire cérébral élevé, un diabétique, un hypertendu, quelqu'un qui a une valvulopathie ou quelqu'un qui a une cardiopathie structurelle et qui se plaint de palpitations, là, il faut faire très attention. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Il faut utiliser tous les moyens pour détecter et diagnostiquer une fibrillation atriale possible. Bien sûr, on ne fait pas un dépistage de la fibrillation atriale sans expliquer aux patients pourquoi on fait ce dépistage, parce que l'implication thérapeutique quand même, elle est lourde, c'est un traitement anticoagulant, parce que si on explique bien le risque aux patients et malgré ça qu'ils refusent de faire le dépistage, et ben là, il n'y a aucun intérêt de compliquer les choses. Pardon. Maintenant, l'autre point aussi dans ces recommandations, c'est qu'il structure un petit peu la prise en charge de la fibrillation atriale en essayant de la caractériser selon cet algorithme, ce qu'on appelle l'algorithme 4S. Les 4 S, le premier S, il correspond à l'évaluation du risque d'AVC. S, c'est le stroke. Le deuxième S, c'est la sévérité des symptômes. On fera une évaluation en fonction du score de l'ERA. Et le troisième S, c'est la sévérité de la fibrillation atriale, c'est-à-dire la charge burden atrial fibrillation. Donc, est-ce qu'elle est paroxystique? Plus elle est persistante ou persistante long cours, plus donc il y a du remodelage de la fibrillation, remodelage, plus il y a de récidive et peut-être on va voir par la suite les indications d'ablation. Donc, c'est surtout, on est chaud beaucoup plus quand il s'agit de FA paroxystique, on craint les récidives quand elle est persistante. Le quatrième S,
s'il correspond à la sévérité du substrat. Donc, c'est le plus on a des comorbidités par l'imagerie évoluer à l'imagerie, c'est-à-dire une un patient qui est totalement asymptomatique. Le 2-1, c'est un patient qui présente des symptômes minimes avec une activité quotidienne qui est tout à fait normale. Le 2B, c'est des symptômes qui ne gênent pas l'activité quotidienne, mais qui sont, le patient, il est gêné par ces symptômes. Le stade 3, l'activité quotidienne, elle est affectée par les symptômes de la fibrillation atriale. Et le stade 4, c'est le stade vraiment où c'est invalidant, l'activité physique, l'activité quotidienne, pardon, elle est carrément interrompue à cause de la fibrillation atriale. Bon, on connaît tous le score Chasse-Vasque. Mais là aussi, il ne faut pas prendre à la légère la classification ou le scoring du patient selon chaque base parce qu'il faut bien chercher ces critères et ne pas prendre à la légère. Je vous donne un exemple de l'hypertension artérielle. Comme vous savez, l'hypertension, elle est masquée dans 25% des cas. Et parfois, moi j'ai vu des patients où on découvre l'hypertension artérielle suite à un épisode de fibrillation atriale. Elle peut être masquée et on la découvre en demandant l'automésure de la MAPA, l'automésure de la pression artérielle. C'est ce que je fais en tout cas moi en pratique chez les patients qui ont un épisode de fibrillation atriale qui paraît isolé, qu'on n'a pas trouvé une cause. Moi, je demande systématiquement une MAPA, la recherche d'une hypertension artérielle. Donc, pareil pour le diabète, il peut ne pas être diabétique connu, mais ça n'élimine pas un diabète. Donc, il faut faire un bilan, bien sûr, biologique. Pour l'atteinte vasculaire, donc il faut faire un bon interrogatoire. Est-ce qu'il n'y a pas de longueur, la dyspnée, d'effort? Il faut bien voir le CG. Est-ce qu'il n'y a pas des séquelles d'IDM, la cinétique à l'échocardiographie? Est-ce qu'il n'y a pas de claudication intermittente à la marche? Pour la plaque aortique, franchement, je ne sais pas comment on va détecter une plaque aortique. Ils ne nous disent pas grand-chose parce que la plaque aortique, il faut faire une ETO normalement. Voilà. Donc, il faut bien scorer les malades. Il ne faut pas passer à côté d'une HTA masquée ou un diabète méconnu ou autre chose parce qu'il y a des décisions quand même lourdes qui vont se découler à partir de ce score. Pardon. Donc, il y a aussi le score Hasbled qui évalue le risque hémorragique. Donc, on a tous on connaît ce score. Ce n'est pas un patient qui a un score Hasbled élevé ne veut pas dire qu'il y a une contre-indication au traitement anticoagulant parce que dans tous les cas, le risque, ça c'est les recommandations qui disent ça, le risque ischémique est toujours supérieur au risque hémorragique et c'est raison pour laquelle les experts nous recommandent justement d'utiliser plutôt cet algorithme de facteurs de risque hémorragique non modifiables et modifiables ou potentiellement modifiables, c'est-à-dire qu'un patient qui est à haut risque hémorragique, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas l'anticoaguler, mais on va essayer de diminuer son risque hémorragique en agissant par exemple sur l'hypertension artérielle si elle est mal équilibrée, en utilisant l'éducation du malade concernant le traitement, le contrôle INR, etc., éviter la consommation d'alcool, la prise d'ANS si ce n'est pas nécessaire, etc. Alors, maintenant, je passe à la stratégie de prise en charge qui est aussi bien codifiée durant ces dernières recommandations. C'est la stratégie ABC. Le A, c'est pour l'anticoagulation. B, c'est le better management des symptômes, c'est le contrôle des symptômes. Et le C, c'est les comorbidités, cardiovascular and comorbidity optimization. Donc, on va
commencer par la stratégie A. Donc ça, là encore, c'est très facile. Les patients qui ont une fibrillation atriale, donc l'algorithme n'est pas complet, mais je vais vous expliquer le tout. Les patients qui ont une fibrillation atriale, donc on va voir est-ce qu'ils ont une prothèse valvulaire mécanique. De toute façon, un patient qui a une prothèse mécanique qui soit en fibrillation sinusale, il doit être anticoagulé par un antivitamine K. En plus de la prothèse mécanique, il y a le rétrécissement mitral modéré ou le rétrécissement mitral modéré ou modérément serré ou serré, et aussi la CMH. La CMH aussi, elle n'est pas mentionnée dans les guidelines dédiés à la fibrillation atriale, mais dans les guidelines de la CMH, ils disent clairement qu'il ne faut pas utiliser le score Schatz-Bas. Ce sont des patients qui sont à haut risque thromboembolique et le traitement anticoagulant se justifie d'emblée chez ces patients. Donc, si on n'est pas dans cette catégorie CMH ou rétrécissement mitral, donc là, il faut évaluer le score Schatz-Bas. Et si ce score est supérieur ou égal à 2 ou supérieur chez l'homme ou supérieur ou égal à 3 chez les femmes, donc le traitement anticoagulant est recommandé d'office. Donc là, il n'y a pas de discussion. Si le score Schatz-Bas chez l'homme est égal à 1 ou égal à 2 ou 1 chez la femme, là, il doit être considéré aussi, c'est-à-dire aussi c'est une recommandation de niveau élevé classe 2A. Bien sûr, les AOD, les anticoagulants oraux directs sont recommandés plus que les AVK dans le traitement de la fibrillation atriale. Chez nous, on n'a pas encore la prise en charge des AOD par la sécurité sociale, donc c'est les patients qui l'achètent par leurs propres moyens. Donc, vraiment, les AVK sont indiqués en deuxième intention chez les patients qui n'ont pas les moyens peut-être ou l'accès direct aux AOD, ou bien sûr les patients qui ont une FA sur prothèse mécanique valvulaire ou RM. Là, il faut bien sûr mettre les AVK. Bien sûr, on a 4 anticoagulants directs. Il faut savoir quand faut-il mettre la dose complète, la dose standard, et quand faut-il réduire la dose. Si on prend par exemple le rivaroxaban, sa dose complète elle est à 20 mg par jour, à condition que la clairance de la créatinine calculée obligatoirement par la formule de Cochrane, parce que c'est cette formule qui a été utilisée dans les études. Et comme cette étude IST publiée en 2020 qui parle probablement donc, de diminution des complications liées à la fibrillation atriale lors d'un contrôle précoce de la fibrillation atriale. Donc, parce qu'au départ, on était avec les études affirment et tout ça, qu'il n'y a pas de différence entre contrôle du rythme et contrôle de fréquence, mais probablement ça va changer dans l'avenir. Alors, dans la prise en charge donc, pour le contrôle du rythme, donc on peut choisir la cardioversion de la fibrillation atriale. Cette cardioversion, elle peut être pharmacologique ou électrique. Là aussi, on a le choix. Il y a de préférence. Chacun, il préfère, il fait globalement ce qu'il veut. Il n'y a pas de recommandations qui nous obligent à faire préférer la cardioversion électrique par rapport à la cardioversion pharmacologique. À savoir que bien sûr, si l'état hémodynamique est instable, là, on ne discute rien. Il faut faire la cardioversion rapidement. Par contre, si la fibrillation atriale, elle est stable, là, il faut bien voir est-ce que le patient, quand est-ce qu'elle a le début de la fibrillation atriale et voir si le patient a été bien anticoagulé. Alors, toujours, on parle de fibrillation atriale à moins de 48 heures, mais franchement, en pratique, c'est très difficile d'être affirmatif. Moi, je pense que probablement, à mon avis, la seule situation où on peut être sûr, c'est quand on a déjà vu le patient 48 heures auparavant ou 12 heures, ou si le patient a été hospitalisé, on a preuve qu'il était en sinusale, il vient de passer en fibrillation atriale. Là, peut-être on parle de fibrillation atriale moins de 48 heures. Mais on ne peut pas parler de FA moins de 48 heures juste sur les symptômes parce que
elle peut être totalement asymptomatique et après, donc on ne peut pas dire moins de 48 heures. C'est très important. Et là, si cette fibrillation atriale, elle est plus de 48 heures, donc là, il faut faire une cardioversion électrique ou pharmacologique après avoir éliminé un thrombus, graphie transfusophagène. Sinon, il faut attendre au moins 3 semaines d'anticoagulation curative efficace. Ce n'est pas, on met le patient sous antivitamine K, par exemple, sous Centran, et on dit, c'est bon, on a débuté le traitement, on a fait 3 semaines. Il faut 3 semaines de traitement anticoagulant efficace, c'est-à-dire qu'il faut durant au moins 3 semaines avant d'envisager la cardioversion. Bien sûr, le problème ne se pose pas avec les AOD, 3 semaines suffit largement. Dans la situation où on est moins de 48 heures, on peut tenter la cardioversion, mais là aussi, j'insiste, il faut faire très attention. Si vous n'avez pas de preuve que le patient était en rythme sinusal, il vaut mieux ne pas s'aventurer, surtout si le score SHATS-VASc est élevé. Après avoir réalisé la cardioversion électrique, chez tous les patients, on maintient le traitement anticoagulant pendant 1 mois, 4 semaines. Et après, chez tous les patients. Et après, au long cours, chez les patients qui ont des scores SHATS-VASc élevés, comme on a déjà parlé de l'indication du traitement anticoagulant dans la fibrillation atriale. C'est-à-dire qu'un patient qui a un score SHATS-VASc égal à 0 et on a fait la cardioversion électrique, il faut maintenir le traitement anticoagulant 1 mois. 1 mois, puis on va arrêter. Mais les autres qui ont un score SHATS-VASc élevé, il faut continuer au long cours. Alors, pour la cardioversion pharmacologique, bien sûr, les médicaments de choix dans la cardioversion, c'est le Vernacalan en intraveineux qui doit être évité en cas de syndrome coronaire aigu ou en cas d'insuffisance cardiaque sévère. Mais de toute façon, il n'est pas disponible en Algérie, je ne sais pas pour le reste des pays africains, mais pourquoi il est recommandé en première intention? Parce que c'est le plus efficace et c'est le plus rapide. C'est une cardioversion vraiment en quelques minutes. Il y a aussi la flécaïne ou propafénone qui sont aussi recommandés en première intention, bien sûr, en l'absence de cardiopathie structurelle sévère. Flécaïne ou propafénone, on peut l'utiliser en intraveineux ou aussi péros. Chez les patients qui ont une cardiopathie structurelle, il n'y a que l'amiodarone qu'on peut utiliser. Si on envisage une cardioversion électrique, il est conseillé aussi, c'est une recommandation classe 2A, d'administrer au préalable des antiarythmiques afin d'augmenter les chances de succès de la cardioversion. Voici les doses. Nous, on n'a pas du tout la flécaïne injectable, mais on peut utiliser l'oral, mais ça prend beaucoup de temps. Il faut attendre 6 ou 8 heures pour la cardioversion. Le Vernacalan, c'est très rapide. L'amiodarone, ça prend aussi du temps pour avoir une cardioversion. Il est moins efficace que flécaïne et Vernacalan. Il est réservé uniquement aux patients qui ont une contre-indication aux autres traitements anti-arythmiques. Il y a aussi l'ubusilide qu'on n'a pas aussi. Alors, voici les principales recommandations du traitement anti-arythmique à long terme. Préférer les médicaments, probablement, si on voit la littérature, l'amiodarone, elle est très efficace pour le maintien du traitement dans le maintien du rythme sinusal, mais elle n'est pas utilisée en première intention en raison de la toxicité extracardiaque, donc toujours elle est laissée en dernière intention ou en cas de contre-indication aux autres traitements. Donc toujours essayer de commencer par les médicaments qui ont les moins d'effets secondaires comme le flécaïnide ou la propafénone, on ne l'a pas, mais parfois même si on n'a pas des médicaments chez nous, il y a certains patients qui peuvent avoir des médicaments, ils peuvent les ramener. Et ça, il faut toujours discuter avec les patients, c'est bien de les connaître aussi.
Le sotalol, il n'est pas vraiment recommandé, c'est en classe 2B et il doit être bien surveillé, le sotalol, parce qu'il y a un risque quand même non négligeable de torsade de pointe. Et si on voit dans les différentes études des antiarythmiques, on voit que le sotalol s'associe avec le plus de complications graves au long cours. Donc, il y a plus de torsade de pointe avec sotalol par rapport à l'amiodarone. En tout cas, c'est une recommandation classe 2B. Il n'est pas recommandé en première intention. Maintenant, je vais passer au traitement ablatif. Le traitement ablatif, donc, en résumé, j'ai essayé de résumer l'essentiel et on va aller voir sur les tables de recommandation. Mais retenez que l'ablation de la FA, elle est indiquée chez les patients qui ont une insuffisance cardiaque. Elle est indiquée en cas d'échec au traitement antiarythmique après une fibrillation atriale paroxystique ou persistante. Elle peut être aussi le choix du patient en comme traitement de première ligne. Et aussi, elle peut être traitement de choix chez les patients qui ont une cardiopathie rythmique due à la fibrillation atriale confirmée après amélioration de la fonction VG une fois on a restauré le rythme sinusal par cardioversion électrique ou par cardioversion pharmacologique. Il n'y a pas d'indication d'ablation chez les patients asymptomatiques. Et donc, si on voit ici en détail ces recommandations, regardez bien que l'ablation, elle est indiquée par isolation des veines pulmonaires pour le contrôle du rythme après échec ou intolérance à un traitement antiarythmique, c'est-à-dire un seul traitement. Il faut pas faire l'escalade, on va donner flécaïne, ça marche pas flécaïne, on va mettre propafénol, ça marche pas, on va mettre l'amiodarone. Non, ici, la recommandation est nette et claire, c'est après échec d'un seul traitement antiarythmique de la classe 1 ou la classe 3, c'est-à-dire flécaïnide, propafénol ou amiodarone, afin d'améliorer les symptômes et les récidives de FA. Là aussi, les experts ne se prononcent pas trop, donc c'est juste pour contrôler les symptômes. Donc il faut bien expliquer aux patients, on ne fait pas une ablation de fibrillation atriale pour améliorer le pronostic ou pour diminuer le risque d'AVC, mais on ne va pas arrêter le traitement anticoagulant, très souvent c'est le cas, mais plutôt c'est pour contrôler ces symptômes et pour éviter donc la récidive de fibrillation atriale. Et elle est recommandée surtout pour la FA paroxystique persistante, quelle que soit paroxystique persistante avec sans facteur de risque de majeur de récurrence, c'est-à-dire les signes de myopathie atriale, ou même avec des signes de myopathie atriale, c'est-à-dire même si l'OGL est dilaté, même s'il y a une cardiopathie structurelle, il y a une indication à l'ablation si le patient est symptomatique après échec d'un seul traitement antiarythmique. Il y a cette recommandation aussi qui met à part le traitement bêta-bloquant et elle nous dit aussi qu'on peut faire le contrôle, l'ablation après échec du traitement ou intolérance du traitement par bêta-bloquant, même si on n'a pas essayé un véritable traitement de maintien du rythme, parce que les bêta-bloquants ne sont pas vraiment des traitements pour maintenir, mais c'est des traitements pour ralentir la fréquence cardiaque. Alors, la deuxième recommandation aussi, c'est que le traitement ablatif, il peut être utilisé en première ligne chez les patients qui ont de la FA paroxystique, surtout la FA paroxystique, si le patient, si on explique au patient et le patient il est d'accord, donc on peut envisager aussi en première intention l'ablation de la fibrillation atriale. Il y a moins de preuves quand il s'agit de FA persistante. L'autre recommandation, c'est les thérapies de première ligne. C'est quand la fibrillation atriale elle survient sur une dysfonction VG avec probablement une cardiomyopathie induite par cette fibrillation atriale. Là aussi, l'ablation elle est recommandée classe
comme alternative au traitement antiarythmique. C'est-à-dire qu'on peut ne pas essayer du tout un traitement antiarythmique. Et bien sûr, les patients qui ont une dysfonction VG. Et c'est la seule, il y a une étude, c'est d'ailleurs la seule étude, j'ai oublié comment elle s'appelle. En tout cas, c'est une étude qui a prouvé donc l'amélioration du pronostic chez les patients qui ont eu une ablation de fibrillation atriale et qui font de l'insuffisance cardiaque. En ce qui concerne les techniques d'ablation, c'est surtout l'isolation des veines pulmonaires qui est recommandée. Le reste, il n'y a pas beaucoup de preuves. Donc, quand vous voyez ici, l'utilisation des lésions d'ablation supplémentaires peut être envisagée, mais qui n'est pas bien établie. Pour la gestion du patient après la procédure d'ablation, en ce qui concerne le traitement antiarythmique, il est recommandé de maintenir pendant 6 semaines à 3 mois le traitement. Durant cette phase de blanking, on peut avoir de récidives liées à la procédure elle-même. Donc, il vaut mieux maintenir pendant 3 mois, 6 semaines à 3 mois, et puis on arrête. Et le traitement anticoagulant, il est maintenu chez tous les patients 2 mois après l'ablation et au-delà, c'est en fonction du score Schatz-Basque. Donc, quand vous voyez, c'est exactement comme dans la cardioversion pharmacologique ou électrique. Donc, on ne fait pas une ablation pour arrêter le traitement anticoagulant. Donc, c'est au cas par cas, c'est en fonction du score Schatz-Basque. Il y a l'autre option aussi, il n'y a pas que le contrôle du rythme. Chez certains patients, on reste sage parce qu'ils ont beaucoup de comorbidités. Donc là, on va préférer juste le contrôle de fréquence cardiaque. Donc on va ralentir la fréquence. Globalement, c'est facile. Donc on a les recommandations, ils disent qu'il faut envisager le contrôle par palier en utilisant dans un premier temps un seul traitement ralentisseur en fonction de la situation. C'est les bêta-bloquants ou les inhibiteurs classiques bradycardisants qui sont indiqués en première intention. Bien sûr, si vous avez des contre-indications comme la BPCO, là, évidemment, c'est les inhibiteurs classiques bradycardisants. S'il y a une fixation ventriculaire, là, il faut rien mettre, il faut faire l'ablation. Si on n'arrive pas à faire un contrôle optimal, là, on passe au traitement de deuxième ligne. Le traitement de deuxième ligne, c'est qu'il faut rajouter un deuxième ralentisseur. Si on a mis déjà un bêta-bloquant, on rajoute un digoxine ou on rajoute un inhibiteur classique et ainsi de suite. Si on a mis déjà un bêta-bloquant, mais on peut mettre aussi la cordarone. Et si toujours on n'arrive pas à faire un bon contrôle dans cette situation, on sera obligé à intensifier encore le traitement et mettre un troisième traitement ralentisseur. De toute façon, moi je trouve probablement que c'est trop, peut-être 3 médicaments, c'est un peu trop. Il y a des risques, mais en tout cas, c'est recommandé d'associer digoxine, bêta-bloquant, inhibiteur classique bradycardisant ou bêta-bloquant digoxinamiodarone. Il y a cette option, c'est à vous de choisir. Soit vous mettez 3 médicaments ralentisseurs ou vous décidez de faire l'ablation du nœud auriculo-ventriculaire avec bien sûr l'implant après avoir implanté un CRTP ou un CRTD. L'objectif du contrôle de fréquence, c'est de ralentir, avoir une fréquence inférieure à 110 battements par minute. Mais parfois, malgré le ralentissement à 110, à moins de 110 battements, le patient, il reste symptomatique. Et donc, là, peut-être il faut diminuer encore la fréquence cardiaque à moins de 80, ou si le patient il est porteur de CRT, la fibrillation atriale, elle diminue le taux de capture ventriculaire, donc il faut viser toujours une stimulation biventriculaire continue à 100%. Envisager l'ablation du nœud AV. Parfois,
fois, c'est des patients qui sont bien contrôlés au repos, mais dès que ils font un effort physique, ils sont symptomatiques. Donc, il ne faut pas hésiter à faire une épreuve d'effort pour voir si la fréquence cardiaque ne s'emballe pas trop dès le début de l'exercice, parce que là, on a aussi des objectifs. Si la fréquence la fréquence cardiaque, elle doit rester quand même inférieure à 110 battements sur au moins 25% de la durée maximale de l'exercice. Et il ne faut pas aussi hésiter à effectuer des haltères de contrôle pour voir le comportement et la fréquence la cadence ventriculaire sur les 24 heures. Le dernier point dans la prise en charge de la fibrillation atriale, c'est le point C, c'est les comorbidités. Il ne faut pas oublier à traiter l'hypertension. Un bon contrôle, souvent on voit ça en consultation, des patients qui viennent pour des épisodes multiples de fibrillation atriale, et dès qu'on contrôle l'hypertension artérielle, on optimise le traitement, on contrôle ces patients par la MAPA, on a une régression des épisodes de fibrillation atriale, le contrôle du diabète aussi, encourager les patients à perdre du poids, au moins 10%. De leur poids initial, l'arrêt du tabac, chercher aussi le syndrome d'apnée du sommeil chez certains patients, surtout quand ils sont obèses ou qui ont des symptômes nocturnes, encourager l'activité physique, réduire l'alcool, etc. Donc vraiment, c'est l'hygiène de vie d'une façon générale. Et voici les recommandations donc, qui insistent quand même sur l'identification et la gestion des facteurs de risque et des comorbidités qui sont recommandées comme partie intégrante du traitement chez les patients en fibrillation atriale. Recommandation classe 1, niveau de preuve B. Cette recommandation aussi me paraît, bon, je ne sais pas pourquoi il en met ici, mais probablement il fallait peut-être la mettre avec le dépistage, parce que c'est important de faire regarder le dépistage opportuniste de la fibrillation atriale est recommandé chez les patients hypertendus. Donc, quelqu'un qui a de l'hypertension artérielle, il ne faut pas juste faire une échographie ou l'interroger ou voir ses chiffres tensionnels, mais il faut toujours faire un électrocardiogramme à chaque consultation, ou surtout quand il se plaint de palpitations, il faut se méfier, est-ce qu'il ne fait pas de la FA parastique. Voilà. Voilà, je vais terminer par, on ne peut pas aborder tout parce que je n'avais pas beaucoup de temps pour préparer, mais je vais insister quand même sur cette partie qui est très 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 importante, c'est la recherche de la fibrillation atriale chez les patients après un AVC cryptogénique. Alors, ça, c'est mon travail personnel que j'ai déjà fait auparavant. Donc, c'est les recommandations de l'ESC de 2020. Donc, ils nous disent clairement qu'il faut faire chez tous les patients après un AVC un ECG dans les premières 24 heures, c'est-à-dire il ne faut pas attendre une semaine après pour demander un avis de cardiologie, ou c'est dans l'immédiat. Et un holter ECG d'au moins 72 heures dès que possible. Ce n'est pas aussi à moyen terme ou à long terme, c'est dès que possible. Il faut faire ça chez tous les patients qui ont fait un AVC, même si on a trouvé une autre étiologie. Par contre, en ce qui concerne le monitoring de longue durée, que ce soit non invasif par les holters de longue durée ou ce qu'on appelle les enregistreurs d'événements, il y a une différence entre holter et enregistreur. L'holter, il enregistre en continu, il enregistre toute l'activité cardiaque électrique. Par contre, l'enregistreur d'événements, ils ont des algorithmes, il va enregistrer que tout ce qui est pathologique, les bradycardies, les tachycardies, la FA, etc. Il y a l'enregistrement invasif, c'est par les holters implantables comme le Reveal de Medtronic ou les autres de Biotronic ou d'Abbott. Et on ne peut pas, bien sûr, faire des monitorings de longue durée chez tout le monde. On ne peut pas implanter des holters chez tous les patients qui ont présenté des AVC. Donc, les recommandations, si on revient ici, les recommandations de 2020, ils disent chez ce sont les sujets âgés avec facteurs de risque cardiovasculaire ou comorbidité, surtout les sujets âgés de plus de 75 ans. Deuxièmement, les patients qui ont des indices
de vidange de l'auricule. Il y a parfois même ceux qui recommandent d'utiliser BMP, le NT-proBNP, quand ils sont élevés, c'est un signe de myopathie atriale. Chez quelqu'un qui n'a rien à l'écho, ça peut être un signe aussi qui nous oriente vers les patients qui font de la FA paroxystique, et aussi à l'holtère. Si vous avez fait votre holtère de 72 heures et sur cette holtère, vous avez des extrasystoles auriculaires nombreuses ou vous avez des salves, là, ça oriente aussi vers une myopathie ou une FA paroxystique. Le troisième, c'est le score C2S. C'est un score développé par une équipe française et après il a été validé par d'autres études, donc qui montre une relation entre un score élevé et la probabilité de détecter la fibrillation atriale. Donc, vous pouvez le trouver, vous pouvez le télécharger. Il inclut plusieurs critères comme l'insuffisance cardiaque congestive, l'hypertension artérielle non contrôlée, le diabète, la cardiopathie sous-jacente, l'obésité, l'hyperstabilité atriale documentée, l'insuffisance respiratoire et les pathologies de la glande thyroïde. Donc, plus ce score est élevé, plus il y a de chances de trouver la fibrillation atriale. Et bien sûr, les AVC de cause indéterminée, c'est-à-dire qu'on a fait le bilan étiologique de l'AVC, le neurologue, il nous dit, voilà, on n'a rien trouvé, qu'est-ce qui se passe? Donc là, il faut chercher la fibrillation atriale. Donc là, ils disent le groupe ESUS, l'AVC cryptogénique ou le groupe ESUS. Certains, peut-être, ils vont poser la question, c'est quoi le groupe ESUS? C'est l'embolic stroke of indeterminate source ou AVC embolique d'origine indéterminée. Ce terme, il n'est pas synonyme à l'AVC cryptogénique parce que c'est encore plus précis. C'est un AVC qu'on estime qu'il est d'origine embolique parce qu'on a des critères à l'imagerie. On a éliminé déjà les AVC lacunaires qui sont dus plutôt à une hypertension artérielle. On a éliminé des sténoses de l'athérome, etc. Et on n'a pas trouvé grand-chose à l'échocardiographie, on n'a pas trouvé de tumeur, d'endocardite, on n'a pas trouvé de FOP. Il faut éliminer aussi le FOP avant de parler d'un ESUS. Et il y a certains experts qui ont tenté de nous faciliter la vie. Ils se sont dit, en cas d'AVC ESUS du groupe ESUS, on n'a rien trouvé. D'accord, pourquoi on n'essaye pas de mettre un traitement anticoagulant systématique? Mais malheureusement, ces deux études n'ont pas montré de bénéfice du traitement anticoagulant par rapport à l'aspégique seul après un AVC, comme l'étude Navigate ESUS qui a comparé le rivaroxaban à l'aspégique et l'étude Respect ESUS qui a comparé le dabigatran à l'aspégique. Donc, il n'y a pas d'intérêt. Donc, là aussi, il nous rappelle encore une fois de l'intérêt de la détection et le diagnostic de fibrillation atriale avant de mettre un patient sous traitement anticoagulant. Et bien sûr, plus on prolonge la durée de détection, d'enregistrement, plus on détecte la FA. L'étude Crystal AF avec le Reveal, donc c'est 30% de FA diagnostique à 3 ans par rapport à 3% avec la méthode standard. L'étude Embrace, c'est 16,1% de FA diagnostiqué à 3 mois avec un enregistreur de longue durée. Ça, c'est la méthode non invasive par rapport à 3,2%. Et l'étude Find AF, c'est une étude allemande qui a montré avec l'holtère de 7 jours, on a 12% de détection de fibrillation atriale. Il y a aussi ce papier, c'est pas les recommandations de l'ESC, mais c'est un papier White Paper Searching of Atrial Fibrillation Post-Stroke de 2019, qui a aussi des critères encore plus précis. Là, il parle de diamètre de l'OG, en plus du sujet âgé, bien sûr. Ça, c'est les critères. Quand faut-il chercher, faire une recherche plus approfondie de fibrillation atriale par le Reveal ou par un holtère de plus longue durée? C'est toujours les sujets âgés de plus de 75 ans, les comorbidités, les signes de myopathie, l'OG dilaté, les extrasystoles. Là, ils précisent et ils nous disent supérieur à 480 ESA par 24 heures, les salves quand elles sont longues, plus de 20 battements, le BMP quand il est plus
fréquence de 100 picogrammes par millilitre. Et les étiologies de l'AVC, là aussi, au début, ça m'apparaît un peu bizarre. Quand on dit ESUS, ok, on n'a pas trouvé la cause, le cryptogénique, on comprend pourquoi il faut chercher l'AFA, mais pourquoi quand il s'agit de l'athérosclérose? Parce que il y a une association. C'est le même terrain quand vous avez, et effectivement, sur le plan pratique, on a vu, c'est les mêmes patients qui ont l'athérosclérose, qui ont ces sténoses, qui font la fibrillation atriale. Donc, ça ne veut pas dire qu'un patient, il a une sténose de la carotide et qui a fait un AVC dans le même territoire qui n'a pas de la fibrillation atriale associée. Donc, il faut chercher aussi l'AFA chez ces patients. Et donc, si je résume, ça c'est un algorithme que j'ai fait moi-même en résumant les différentes recommandations dans la prise en charge de l'AVC. On ne peut pas faire une bonne prise en charge, une bonne décision de diagnostic étiologique chez un patient, sauf si on est aidé par les neurologues et par l'imagerie, parce qu'en fait, c'est l'imagerie et le neurologue qui va nous orienter. Il va nous dire que cet AVC, en fonction de la classification ASCODE, qui va nous dire que cet AVC est probablement d'origine et sous-tentorielle, corticale, hémisphérique, etc. Donc là, d'emblée, on va éliminer les causes cardiaques majeures par le bilan initial, les tumeurs, etc., les endocardites, les thrombis. Et si le bilan est négatif, il ne faut pas oublier à faire le TEO parce que quand même la cause, et c'est ce qu'on a constaté en pratique, la cause la plus fréquente chez les sujets jeunes, surtout de moins de 60 ans, ça reste quand même le FOP chez les AVC cryptogéniques ESUS. Par contre, la recherche de FA, elle n'est pas systématique, approfondie. Je parle de la recherche approfondie par Reveal et par les haltères implantables, et sans oublier bien sûr les patients qui ont des porteurs de dispositifs implantables, d'interroger leur dispositif. Donc là, il faut sélectionner les patients, comme j'ai déjà dit chez qui, il faut faire cette sélection et après, à partir de là, on va prendre une décision. Est-ce qu'il s'agit d'un FOP ou une fibrillation atriale ou autre chose. Parfois, il y a même les plaques non sténosantes au niveau des carotides ou les plaques au niveau de la crosse aortique qui sont responsables d'AVC, mais il faut toujours éliminer avant tout la FA ou le FOP avant de dire